Message pour bénéficiaires et pour aidants. Damava réinvente les soins à domicile. Besoin de soins infirmiers au personnel ou simplement d'accompagnement? Trouvez votre aidant sur l'application Damava. Vous êtes un aidant? Joignez-vous à nous avec l'application Damava Aidant. Parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue à Parents et Amis, le podcast sur gilesparent.com, sur Spotify, sur Google Podcast et sur Apple, balado de Apple. De même que YouTube. Si vous voulez retrouver le podcast de Gilles Parent, vous allez sur Parents et Amis sur les applications dont je viens de parler. Mon invitée est une femme de communication, une vraie. Elle a œuvré jusqu'à tout récemment comme professeure en arts et technologies des médias au Saguenay. Elle a été chroniqueuse au journal Le Quotidien et aussi au journal Le Québec. Elle a aussi mené une solide carrière au micro de plusieurs stations de radio du côté nord du parc des Laurentides et ici même à Québec, entre autres, au FM 93, où vous l'entendrez remplacer, de ce que je comprends, assez régulièrement. Myriam Segal, comment ça va? Ça va bien, toi? J'espère que ce sera pas régulier, mes remplacements, parce que c'est dû au fait qu'il y a une pandémie puis que je peux pas voyager. OK. C'est vrai que toi, les souliers partent par en avant souvent, hein? Ah ouais, moi, il faut que je voyage. C'est pour ça que j'ai pris ma retraite, d'ailleurs. OK. T'es contente de moins travailler ou de plus travailler ben? Je suis contente de plus travailler. Je suis extrêmement frustrée depuis 1 an et demi, comme ben du monde, parce que j'ai pris ma retraite pour faire quelque chose que je peux pas faire. Comment t'occupes ton temps? Je marche d'environ 2 heures, 2 heures et demie par jour. Par jour? Oui, je me pratique pour Compostelle. OK, tu veux le faire? Ben oui, c'était pour ça que j'étais partie. Dans ma tête, à moi, je faisais 6 mois aux États-Unis, les grands parcs du sud des États-Unis. Puis après ça, je revenais passer le mois de juillet ici. Toutes mes affaires étaient en entreposage, j'avais pas de meubles, j'avais plus rien, là. OK, la décision Compostelle, tout était placé. Moi, au mois d'août, je partais pour Compostelle. Je faisais 2 mois à Compostelle, 1 mois dans le sud de la France, 1 mois à Paris, puis je revenais. Puis là, je m'achetais un condo éventuellement. OK, là, tu faire les affaires à l'envers. Mais tu gardes la forme. Ça veut dire qu'un jour, si on peut voyager avec un passeport de vaccin ou je sais pas quoi. J'espère bien. OK. Myriam, on a déjà 13 mois d'une crise sanitaire mondiale, situation exceptionnelle pour des gens qui parlent puis qui analysent, c'est quelque chose. Première catastrophe collective majeure pour la civilisation actuelle depuis des dizaines d'années. Rarement dans nos vies de journalistes, justement, on a eu l'opportunité de comparer des décisions, des actions des dirigeants en temps réel un peu partout sur la planète. C'est assez particulier, ça, avec les autres pays du monde. Partons en général. Quels sont tes premiers constats des 13 mois? On peut partir sur la gestion gouvernementale, mais on peut y aller en général sur l'être humain. Il y a tellement de choses à dire. Écoute, d'abord, je remarquais ça avec mon vieux père l'autre jour. Je jase beaucoup avec mon vieux père. Encore ton père? Et à 89 ans, il vient de sortir son vélo. Il a fait une première balade de 50 km. On sait de qui tu retiens pour bouger comme ça. Bon, ça fait que... Il est en forme. Ben, il est en forme. Il a décliné avec la pandémie. Parce que là, il a été coincé à la maison. Il n'a pas pu sortir, il n'a pas pu marcher comme il devait. Il a décliné physiquement un petit peu. Okay. Mais à 89 ans, s'il fait encore 50 km de vélo à sa première balade, c'est voyons. pas si pire. OK. C'est un déclin relatif, là. Oui, c'est relatif. Mais il roule plus à 25 km/h. Tu sais, il roule à 18. C'est correct. Est-ce que l'aide de la petite batterie? Non. Non. Ouais. Il dit, je ne suis pas encore assez vieux pour ça. Bravo. Alors, j'ose beaucoup avec lui et je lui disais, c'est quand même phénoménal. Les gens qui sont nés après 1945, ça fait quand même 75 ans, pas loin de 60 bon, ils n'ont connu aucune catastrophe mondiale, aucun grand fléau, aucune guerre mondiale qui les obligeait à quitter leurs biens et familles pour aller faire la guerre. C'est la première grande épreuve que cette génération-là, depuis 60 ans, subit. Moi, je suis né en 56. C'est la première fois que je subis quelque chose qui limite mes libertés de façon importante et que ce soit mondial. Oui, c'est ça. Parce que quand on est venu le 11 septembre, on était étonné que ça se passe en territoire nord-américain, mais quelques jours après, l'avion avait recommencé. Ça se compare plus, là. Non, puis en termes de coût humain, ça se compare pas non plus. Mais non. La Deuxième Guerre mondiale, c'est 50 millions à peu près. La grippe espagnole, c'est 50 millions en 1918, puis ça suivait quelques millions, j'ose même pas dire un chiffre, parce que je le connais pas pour 1918, 14-18. Alors, en termes de coût humain, oui, on est rendu à 2 millions de morts à peu près, c'est ça? Oui.
Mais ça n'a pas de commune mesure pour une population de 8 milliards mondialement, avec les fléaux qui ont frappé les générations précédentes. On est mauditement chanceux. Tu sais, quelqu'un qui naissait en 1920, là, en 40, il devait quitter tout pour s'en aller faire la guerre. Dans le fond, j'aime beaucoup la comparaison que tu fais, le lien que tu fais, parce que tu dis, si on n'avait pas toutes les avancées scientifiques que l'on a, même si on a appris qu'on n'était pas parfait, la pandémie aura permis certaines mises à jour, si ce virus-là invisible arrive il y a 50 ans, c'est peut-être 25 millions. Là. Exact. Probable même. On n'est pas là pour refaire le passé, mais c'est logique de penser que ça aurait été au moins 10 fois plus fort. Donc, je disais à mon vieux père, qui craint toujours la montée du nazisme, puis qui craint toujours toutes sortes de choses, on est une génération extraordinairement chanceuse. Si le seul fléau que j'ai à traverser au cours de mes 100 ans d'existence, parce que je vais vivre 100 ans... C'est écrit, ça aussi? Non, ça, c'est planifié. C'est réglé, parfait. Ça, c'est planifié. Au cours de mes 100 ans d'existence, si le seul fléau mondial que je vis, c'est ça, c'est fantastique comme vie. C'est fantastique comme avancée de l'humanité. En Occident, parce que... Oui, on comprend qu'ailleurs, ceux qui ont des problèmes avant, on a eu pendant, puis ils vont en avoir encore après. D'ailleurs, c'est peut-être une des conséquences, les inégalités qui se sont encore agrandies là, entre les gens mal pris puis ceux qui sont mieux nantis. Il y a plein de surprises là-dedans. Ouais. Mais parlons un peu des étonnements, parce que là, j'aime beaucoup la façon générale de voir. Mais est-ce que parmi les étonnements, Myriam, que tu vois au bout de 13 mois, est-ce que tu penses que, entre guillemets, parce que j'aime pas beaucoup ce mot-là, la docilité du public à écouter et respecter en grande partie les consignes imposées de façon instantanée, presque, je dis instantanée, mais c'est pas loin de ça, brimer tes libertés, brimer pour une cause mondiale, est-ce que tu es étonné que les gens aient suivi en si grand nombre? Non, je suis pas étonné. On est informé comme on n'a jamais été. Ça aussi, l'information circule. Crucial. Bon. On a la capacité de juger. Les gens sont beaucoup plus instruits qu'autrefois aussi. Oui. Nos jeunes, là, ils font au moins le secondaire 5, le cégep, puis de plus en plus, les universités sont gratuites. La base n'est plus la même là, quand tu arrives à 20 ans. Là. À l'époque de mes parents, il fallait être riche pour faire l'université. Alors, ça fait partie de toutes les gratifications que l'on a depuis 50 ans. Alors, on est plus instruit et on est capable de juger. Et les choses se cachent beaucoup moins. Quoi qu'en déplaise, même si ça déplaît aux complotistes, on cache beaucoup moins de choses qu'avant. On peut pas cacher tant de choses que ça. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est assez transparent. Alors, oui... C'est pas parfait. Qu'est-ce qui est parfait, d'abord? Non, c'est pas parfait, puis il y a eu des erreurs, puis je pense qu'on paye très cher pour avoir laissé des incompétents gérer la santé publique au Canada comme au Québec depuis des dizaines d'années. Mm-hmm. Bon. Mais malgré ça, là, je trouve quand même que la réaction du public était prévisible. Ce que je n'aime pas dans la situation actuelle, c'est qu'on infantilise le public en ne lui disant pas tout. Et ça me fatigue. Quand tu caches des choses, là, tu crées de la méfiance. Je regardais Arruda lors de la conférence de presse du 27 avril, qui se fait demander, est-ce que la victime de l'AstraZeneca, c'est en Montérégie? Je refuse de dire la région. Regarde, si tu dis la région, tu t'identifies pas à victime, il n'y a aucun intérêt. Alors ça, c'est la vieille mentalité, très fonction publique, de... La loi d'accès à l'information me permet de te cacher un maximum de choses. Au lieu de te dire tout ce qui peut être public doit être public, ils se disent tout ce que je peux te cacher, je vais te le cacher. Ça m'agace. Il y a un dessin à ça quand la question est posée, parce que si tu sais que c'est dans une région, ne serait-ce que tous les autres dans d'autres régions se disent OK, c'est pas ici, ça veut pas dire qu'ils sont sortis du bois, mais non, parfait. Puis c'est pas ça ostracise pas une région complète, une personne ou une rue, voyons. Pantoute, puis ça permet pas l'identification. Non, il n'avait aucune raison de cacher cette information-là, qui n'est pas vraiment intéressante. Moi, que ce soit en Montérégie ou Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est pas vraiment... Mais ça, c'est le vieux réflexe de je te cache un maximum d'affaires. Ça m'agace et ça, c'est dangereux. Et dans la santé publique, actuellement, dans les chiffres qu'on nous diffuse, moi, je vais souvent sur le site de l'INSPQ, etc., il y a une volonté de ne pas nous dire certaines choses. Par exemple, le taux de vaccination par région. À un moment donné, il était très inégal.
J'ai été obligé d'aller sur un site de Statistique Québec pour compiler la population par région, puis ensuite de prendre les chiffres de vaccination, de faire un fichier Excel et de concocter moi-même le taux de vaccination par région. C'est pas normal que la petite retraitée du Fondran soit celle qui publie ça, comprends-tu? Ce serait normal qu'on sache où en est le taux de vaccination par région. Particulièrement quand on arrive au mois de mai 2021. Moi, écoute, je suis tellement d'accord avec toi, ça donne comme ça, mais j'ai vu ce que tu avais fait comme travail et sans le savoir, je l'ai vu après, parce que quand j'ai commencé à préparer l'entretien qu'on avait, j'ai dit, oh mon Dieu, on avait les mêmes préoccupations. J'ai pas fait le travail que tu as fait, je vais te le dire. Là. Sauf que j'ai juste posé une question, je disais, avis aux médias et au gouvernement, présentement, on a souffert, on a trouvé ça difficile, notre ère à nous, notre espoir, c'est la vaccination. On veut savoir, on est rendu comment, combien, les pourcentages par strate de population, les qualités de vaccins, ils ont mis 1000 pages les qualités de vaccins et les défauts. C'est pas ça qu'on veut. Combien de gens vont avoir accès? Combien de vaccins s'en viennent? Quand ils disent on va en avoir, mais ils disent ça dans 4 mois. Moi, je veux savoir la semaine prochaine, là, on vaccine. On a combien à vacciner au Québec? 1,5 million? Ah, OK, je vais me faire une tête. Mais tu sais, l'autre chiffre qu'on n'a pas, puis qui, moi, me paraît capital, c'est le bilan de la 3e vague. Faites-moi, on a fait le bilan de la première. Mais là, on continue à cumuler les 5000 morts de la première avec ceux de la 2e, puis là, ceux de la 3e. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que dans la 3e vague, êtes-vous capable de me dire combien de cas, combien d'hospitalisations, combien de soins intensifs et surtout, quel est le portrait populationnel, si tu veux, de ça? Est-ce que c'est vrai que l'âge est en train de diminuer, l'âge des victimes est en train de diminuer? Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Ça n'existe pas, ces chiffres-là. Un bilan de la 3e vague, à jour, me paraîtrait important actuellement, parce qu'on n'est pas dans la première, on est dans la 3e. Or, ils ne font pas ça. Alors, je trouve la santé publique mauvaise. Mais elle était mauvaise avant. La santé publique, il faut se reporter en 2018-2019. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'était la santé publique dans ces années-là? De gentils moralisateurs qui disaient d'arrêter de fumer, d'arrêter de grossir, puis qui voulaient une taxe sur le sucre. Des gens qui avaient fait des campagnes de vaccination planifiées, efficaces. D'ailleurs, c'est ce qu'ils réussissent actuellement. S'occuper de la grippe. S'occuper de la grippe. Des gens qui ont échappé complètement le drame de la légionellose à Québec. Complètement. Rappelle-toi le rapport qui est sorti à ce moment-là. Assassin. Disant que parce qu'ils ont attendu 26 jours entre le premier mort et le moment où ils ont demandé le nettoyage des tours, il y a eu 150 victimes de plus. Il y a eu 14 morts, mais il y a eu 150 malades de plus. Il y a un rapport qui dit ça, puis la santé publique a été obligée de payer, de dédommager les victimes. Ça, c'était la santé publique en 2018-2019. Penses-tu qu'ils sont devenus bons en 2020? Non. Ils ont été forcés de faire. Mais c'est intéressant quand tu dis ils ont en parlant de la légionellose. Mais je veux qu'on revienne. On va repartir de comment tout ça commence puis comment on réagit à ça. 30 janvier 2020, 8 jours après avoir réuni son premier comité d'urgence composé d'experts internationaux, l'OMS qualifie l'épidémie naissante de COVID-19 de situation d'urgence internationale de santé publique et de portée mondiale. Là, on est le 30 janvier 2020. Il faut se rappeler que après ça, on commence à faire dans notre tête, on se dit, nous autres, c'est mars. Bon, c'est parfait. L'OMS comptabilise à ce moment-là 213 morts, 9000 cas positifs en Chine, 4 pays recensent des cas d'infection. Ça, on est toujours janvier 2020. Ensuite, un an plus tard, le constat laisse songeur. Pandémie qui a démarré dans la ville chinoise de Wuhan a causé 2,6 millions de morts dans le monde. 120 millions de personnes ont contracté le nouveau coronavirus. La question qu'on se pose, est-ce qu'on a échappé le début? On a, je sais pas. C'est peut-être mondial, bon. Mais ça revient à ce que je te disais sur la santé publique, qui est censée être notre chien de garde, au fédéral comme au provincial. Ça se peut pas qu'ils sachent pas ça quand l'OMS dit ça, non? Ils le savent, mais ce sont des organismes qui sont sur le petit bœuf. Ils sont sur le petit bœuf tout le temps. Okay. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles ces tracteurs, il y avait un petit bœuf, non? Bon. Ils sont sur le petit bœuf tout le temps. Ils sont pas capables de dire « Oh, j'ai un problème, je prends des mesures exceptionnelles. » Ils sont incapables de faire ça. Arruda, au mois de mars, 2 mois plus tard, un mois et demi, il est au Maroc, il voyage, là. Il est au Maroc en train de faire des farces devant une assemblée. La santé publique fédérale, qui est pas mieux que la santé publique provinciale, non, certainement moi, pas. je me rappelle les avoir houspillés en 2017, 2016, 2017, dans ces années-là, il y avait une pénurie d'épipènes. Puis, je les appelais tous les jours. Qu'allez-vous faire? Ça leur a pris 6 mois
à trouver une solution qui existait aux États-Unis depuis déjà 6 mois. Alors, ils étaient pas bons avant. Alors, ils ont dormi au gaz. Puis c'est normal qu'ils dorment au gaz. Ils ont toujours dormi au gaz. Et c'est un organisme... quand on pouvait couper un petit peu, on coupait là-dedans. Bon, ils n'ont jamais été importants pour nous. Alors, tout à coup, ils deviennent... C'est la figure de style que j'avais utilisée. C'est un peu comme si un Boeing 747, le pilote, le copilote, meurt, puis tu confies les commandes à l'agent de bord. J'ai rien contre les agents de bord, mais ils n'ont pas appris à piloter. Non. Bon. Alors, c'est un peu ça, là, la santé publique. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'indulgence pour François Legault. Ah oui, moi, je fais la même chose. Je me dis, quand entre amis, tu sais, ça t'est arrivé, on questionne des choses. C'est normal qu'on questionne, on est informé, comme tu dis. Mais je dis, est-ce qu'on ferait mieux? Moi, c'est pas une question de tout accepter les yeux fermés, les oreilles bouchées, mais est-ce qu'on ferait mieux? Ce qui m'a un peu agacé, puis je voulais avoir, ça m'intéresse d'avoir ton opinion là-dessus, Myriam, c'est quand on a donné beaucoup de place à M. Arruda, j'ai rien contre lui, mais je me disais, je l'ai pas élu. Ça me tanne un peu que lui prenne toute la place, qu'il joue aux politiciens. Je dis pas que les politiciens, on les aime tous, mais ils ont quand même un rôle. Ils doivent représenter. C'est quoi le rôle d'un politicien sinon représenter ceux qui l'ont élu? Alors, pourquoi a-t-on embauché le docteur Arruda comme directeur de la santé publique au Québec? Parce qu'il était un bon communicateur. Pas pour ses capacités scientifiques. Parce qu'il était un bon communicateur. Et pourquoi il a engagé un gars à 500$ de l'heure pour lui dire comment communiquer? Ah, parce qu'il y a des choses à améliorer. Et visiblement, là, maintenant, il est devenu un peu clownesque, Arruda. Ouais, bon, tu sais, il s'est pris au jeu, c'est ça. Le petit rap et tout, mais non. Ben, c'est ça. Il est devenu un peu clownesque. Mais c'est pour ça qu'au début, on l'aimait tellement. J'ai fait un commentaire au début de la pandémie, aux alentours du 20-25 mars, je me souviens plus quand, où j'ai dit Arruda a un comportement infantilisant avec le monde. Ça pourra pas durer. C'était l'histoire des masques, où il disait les masques, il faut pas porter ça, c'est pas bon, peut-être bon, tu sais. Bon. C'est pas ça meilleur aussi quand les journalistes ont dit, écoutez, partout on impose le masque, ce qu'on devrait pas, ça presse pas, c'est pas une vraie protection. Écoute, il pouvait pas dire ça dans le fond, là. Non, mais il disait ça parce qu'il ne voulait pas qu'on utilise les masques qui étaient destinés au système de santé. Pourquoi il l'a pas dit? Parce qu'il est infantilisant, parce que c'est ça la fonction publique. T'aurais-tu été scandalisé si on t'avait dit on va prioriser les gens qui sont aux premières lignes, puis que c'est pour eux au départ les masques, puis après ça, quand on en aura assez, on aurait compris. Parce qu'il ne disait pas ça, parce qu'il est infantilisant. Le peuple n'a pas à comprendre. Le peuple, il va faire ce que j'ai dit. On va vous dire, c'est ça. Bon, alors, j'ai écrit ça le 25 mars. Je me suis fait ramasser des centaines de commentaires. Parce qu'il était aimé, il commençait à être une vedette. Parce qu'il était aimé. Je ferai le même commentaire aujourd'hui, je te jure que c'est l'inverse. Ah oui. Parce que là, les gens ont compris comment il fonctionne. Mais lui, il était là parce qu'il était un bon communicateur. Puis que c'est de ça que la santé publique, avant la pandémie, avait besoin. Là, maintenant, on aurait besoin d'un peu de rigueur scientifique. Mais on n'en a pas beaucoup dans la santé publique. Est-ce que, au départ, moi, je me disais, ce qui a dérangé tout le monde avec cette pandémie-là, on en parle, puis on se dit, écoute, ça va, quand tel l'été passé, j'ai à ma blonde, on va venir, il n'y aura pas de troisième vague, ils veulent nous faire peur. Je suis un peu surpris qu'on est rendu 13 mois, puis on comprend qu'on n'est pas prêt d'aller en croisière, je suis pas pressé non plus, mais on n'est pas prêt de voyager librement comme avant. Est-ce qu'on pourra dire un jour, on est comme avant? Je ne sais pas si on va être. Je pense pas. Je pense que la société changerait jamais. Il y a des choses qui ne reviendront pas. Non, effectivement. Mais est-ce que, moi, au départ, en tout cas, je vais avoir ton opinion aussi là-dessus. Au départ, quand on annonce cette pandémie-là, puis qu'on voit la progression fulgurante sur la planète, je disais, il y a quelque chose, pour en avoir parlé aussi en podcast avec des psychothérapeutes puis des psychologues, il y a quelque chose, il dit, arrêtez de tourner autour du pot, dans le fond, on a peur de mourir. La première chose qui fait que les gens vont écouter, première chose, après ça, on va décliner, mais c'est que on voit pas, on sait pas d'où ça sort, c'est où que ça peut exploser, puis on a peur de mourir. C'est ça qui fait que les gens sont retraités envers eux-mêmes, pas recroquevillés, mais qui sont prêts à écouter parce qu'ils veulent pas mourir. C'était pas prévu dans le plan, là. Oui, effectivement, mais ça, c'est la perte de religion aussi. La religion, autrefois, faisait en sorte que quand la mort approchait, t'avais un avenir. C'est une bonne façon de voir. Mais là, on s'accroche à quoi, là? Là, si tu ne crois plus en Dieu, si tu crois... Pratique plus. Si tu pratiques plus, si tu crois plus, la mort est plus effrayante. Ouais. Je pense que la perte de religion fait en sorte que l'échéance de la mort est plus effrayante. Le petit buffer est plus là. Non, je comprends, d'une certaine façon, oui. Je comprends. Mais l'autre chose, c'est qu'on n'a pas écouté les vieux non plus. Les vieux, là,
dont mon père. Ouais. Bon. Ben oui. Lui, il m'a dit, c'est pas vrai qu'ils vont m'empêcher de vivre par peur de mourir. Il dit, la peur de mourir, moi, j'ai plus ça. Il dit, d'ici 5 ans, je vais être mort. Bon. Je sais pas comment, je sais pas quand, je sais pas par quoi, je sais pas... Mais la mort, ça fait partie de mon paysage proche. Ce qui fait partie de ma vie, c'est voir mes enfants, c'est voir le monde, c'est échanger, c'est enseigner encore. Ouais. Écoute, il donne des cours sur le Moyen-Âge. Alors, ça... Est-ce qu'il était contre les restrictions sanitaires imposées? Il était contre certaines. Écoute, il est resté dans son condo plutôt que d'aller en RPA pendant plusieurs mois parce qu'il ne voulait pas être prisonnier. Mais ça s'explique, ça? Oui, absolument. Absolument. Et il y a des risques que ces gens-là étaient prêts à assumer, qu'on leur a interdit d'assumer à leur place. Souvent pour protéger l'image publique de certains grands organismes, pour pas les nommer, les Chartwell de ce monde. Oui, les grosses corpos, ils voulaient pouvoir se vanter qu'il n'y avait pas de cas de COVID dans leurs immeubles. Donc, ils ont interdit à leurs locataires de prendre certains risques que leurs locataires étaient prêts à assumer pour eux-mêmes. Je comprends très bien. Mais c'est l'image encore, là. Oui, c'est beaucoup l'image des grandes corporations, mais c'est aussi cette espèce de peur de mourir à tel point qu'on se prive de vivre. Quel est l'équilibre entre ça? On se pose la question. Et toutes les tricheries que l'on a pu observer et que les docteurs Arruda de ce monde nous ont reprochées, c'est l'équilibre entre voici ce qu'est ma vie et voici quel est le risque que je suis prête à prendre. Et Myriam, sais-tu, je pense à ça, ton père à 89 ans pourrait te dire, à sa fille, pourrait dire, sais-tu que si on m'empêche de vivre, moi, on vient de m'enlever une année de vie, là. Je suis rendu plus le 5 ans, il est proche. Si tu as 21 ans, mon fils de 18 ans va dire, regarde, oui, j'ai pas eu mon bal de finissant, oui, j'ai pas eu, mais il me reste peut-être 50, 60 ans, je vais vivre d'autres choses. Mais quelqu'un qui a un certain âge peut dire, là, on est en train de m'enlever, de me couper une année de vie, là, non? Oui et non. C'est que la vie est longue, hein? Mais quand t'as 15 ans... Mais la mort, ça a l'air que c'est long aussi. Quand t'as 15... On le sait pas, ça. Ça a l'air. Mais quand t'as 15 ans, la vie est courte. Quand t'as 15 ans et que tu perds une année de ta vie, tu as l'impression de perdre 1/10 de ton existence consciente, parce qu'avant 5 ans, on se rappelle de rien, OK? Donc, c'est 1/10 de leur vie qui est sacrifié. Pour les jeunes, c'est plus cruel que pour un vieux. Je suis d'accord. Mais, ou c'est 1/60 de sa vie. Mais quand ils vont avoir 60, ils vont comprendre que c'était pas grave tant que ça. Mais sur le coup, je suis d'accord avec toi. Mais tu comprends, le choc, le choc pour les jeunes est probablement plus grand parce que l'urgence de vivre, bizarrement, est plus grande chez les jeunes que chez les vieux. Puis on trouve donc que ça va pas vite. Hein? Tu sais, quand t'as 14, ça va d'avoir 18. Quand t'as 15, tu te dis, moi, c'est arrivé. Puis à 30 ans, moi, je vais être mort parce que là, j'aurais fait ma vie. Tu sais, on en dit des niaiseries à 15 ans. Là. Regardons ensemble, Myriam, les enseignements de la crise sanitaire. Moi, j'ai fait une liste, juste pour... En fait, je te l'ai envoyé, puis il n'y a rien d'imposé. Probablement que la moitié, on n'en parlera même pas, mais j'essayais de voir ce que ça a apporté, les plus... Puis ce que ça a apporté, les moins. Les plus et les moins. Commençons par les plus ou par les moins? Qu'est-ce que t'aimes mieux? Oh, comme tu veux. Moi, soyons positifs. OK, tiens. Partons positifs, puis après ça, les moins, on les a évoqués un petit peu tantôt. Première chose, une force et une résilience méconnues. Donc, on est des... Moi, j'ai noté, on est des êtres fragiles personnellement, on a tous nos problèmes, nos angoisses, mais collectivement ou en communauté, on se rend compte que le fait que tout le monde se tienne, j'ai eu l'impression que le ciment était plus fort qu'on pensait. Moi, j'ai eu ce sentiment-là. Du fait qu'on n'a pas eu de grands fléaux dans nos générations, première, on n'a jamais pratiqué cette résilience collective-là. En 50, 60 ans, là. Et là, on s'aperçoit qu'elle est encore là, malgré les « j'ai le doigt de ce monde ». J'ai le doigt de ce monde là. Malgré ça, malgré un certain nombrilisme, un individualisme très fort, beaucoup plus fort qu'avant, la résilience collective existe encore et la solidarité existe encore. Et c'est rassurant. Oui, ça a quelque chose de rassurant effectivement pour l'humanité. Moi, j'ai noté aussi qu'on a pris conscience. Mais en tout cas, on a eu beaucoup trop de temps, on est d'accord, beaucoup trop de temps libre, mais on a eu la chance de prendre conscience de ce qui est important autour de nous. Les amis, la famille, ce qui compte pour nous, que l'on prend pour acquis, Myriam, et qu'on nous prive, et dont on nous prive instantanément. Des petits plaisirs, les rencontres, des choses on se rend compte qui vont de soi. Mais quand on t'en prive, tu dis, mais c'est donc important pour moi, ça. C'est donc important. D'ailleurs, les sondages qui ont été faits montrent que ce dont on s'ennuie le plus, c'est d'aller au resto avec des amis.
Ouais. Hein? Un bon repas où t'as pas de... Dans le fond, là, c'est quoi le resto? Il n'y a pas d'ordre du jour, là, c'est ça. C'est quoi le resto? C'est un endroit où tu n'as aucun souci logistique, c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe pour toi de tout le souci logistique. Dans le fond, c'est ça. Ouais. Puis là, toi, tu te consacres uniquement aux gens qui sont avec toi. Ça, c'est ça le resto. Et c'est ce dont on s'ennuie le plus. Ah oui. Rencontrer des gens, parler avec des gens, effectivement. Mais sans autre souci que la personne qui est devant toi. Et ça nous a démontré l'importance de la famille et des amis, pour certains dans l'ordre ou dans le désordre, parce qu'il y en a qui sont très contents de ne pas voir la famille. Ça dépend comment c'était avant. On ne sait pas d'où on parle. Là. Mais, tu sais, te dire... Je dirais... je vais le dire exactement comme je le sens. J'ai eu l'impression de m'ennuyer plus de mes amis que de ma famille. Oui, ben toi, t'as une vie de famille encore. Moi, mes enfants sont tous sortis de la maison. OK, t'es seul souvent. J'en ai 2 au Saguenay, un dans le bas du fleuve. Donc, moi, je suis seul dans mon appartement. Un pied à Québec, un pied au Saguenay? Mon chum est au Saguenay. OK. Ça fait que... Pour moi, les mesures sanitaires, notamment les zones rouges, oranges, jaunes... T'avais des enfants dans toutes sortes de zones. Ça a été compliqué à gérer. J'ai un fils que je n'ai pas vu depuis le mois d'octobre. Ben voyons. Il est au Québec, là. Oui, mais on s'est vu... On s'est vu par Zoom, etc. Puis mon petit-fils, je ne l'ai pas vu depuis le mois d'octobre. On se fait des Zooms. Puis là, il dit « Bonjour, Mimi ». Puis bon, tu sais, c'est sûr, là. Mais... c'est pas le même contact et tout le contact physique me manque terriblement. Ah, moi aussi, je me suis rendu compte, le petit hug, là, quand c'est de l'acquis, c'est pas si important, mais vois, les coudes, là, je t'écœurais des coudes, mais on veut pas se serrer. Mon vieux père est vacciné depuis 2 mois. Moi, je suis vacciné maintenant depuis 3 semaines. Je peux te dire qu'on s'embrasse quand on se voit? Ben oui. Fait du bien, hein? Tranquillement, c'est ça. Pas aussi fort qu'avant, OK? Ah, OK. T'sais, sur la joue, doucement. Mais une étreinte quand même aussi? Mais une petite étreinte. OK. Mais pas aussi fort qu'avant. Parmi les choses que la crise, que je note de la crise, il y a évidemment l'accélération du télétravail et de la télémédecine. Ah, ça, c'est impressionnant. Ça a été le progrès le plus spectaculaire, à mon avis. Toutes les réticences corporatives que les médecins avaient, notamment les médecins. Notamment la médecine, t'as raison. Toutes les résistances corporatives sont tombées. Et le résultat, c'est qu'on a fait, en 1 an, des progrès comme on n'en avait pas fait depuis 20 ans en matière d'acceptation de la télémédecine, de la télédistance. Écoute, moi, j'ai acheté un condo, là. J'ai vu le notaire derrière un plexiglas pendant 10 minutes. Tout le reste des signatures, c'est fait par... Signature électronique? Je n'ai jamais vu la personne qui m'a prêté qui a fait mon hypothèque. Je ne l'ai jamais rencontrée. Est-ce que tu es sûr qu'elle existe? Peut-être pas. Je m'en fiche. C'est passé, c'est réglé. C'est rentré dans le compte. C'est fait. Mais tout ça, là, c'est un progrès phénoménal, un gain de temps et de productivité phénoménal qu'on n'aurait pas eu sans cette pandémie-là. Ça a été forcé, c'est vrai. Ça a été imposé par la force des choses. Oui, parce qu'il y avait des résistances corporatives. Puis là, maintenant, on sait que c'était des résistances corporatives. Et je suis persuadé, je sais, parce que je l'ai entendu de certains des amis qui sont dans des compagnies d'assurance et autres à Québec, qui me disaient souvent, on anticipait faire des changements, puis on se disait, là, ça va déranger le monde, est-ce qu'ils vont accepter? Finalement, on le fait pas. Mais là, du jour au lendemain, le gouvernement ferme tout, puis on impose des changements. Vous restez chez vous, ça prend un ordi, ça prend une machine, ça prend ci, vous n'avez pas le Wi-Fi. En date quelques semaines, tout le monde est prêt à travailler, puis on dit, là, on vient de prouver quelque chose. On vient de prouver que ça peut se faire, là. L'autre chose, là, c'est qu'on va arrêter d'infantiliser les vieux, là. C'est pas vrai. Ils ont passé leur vie à s'adapter à des nouvelles technologies. Alors, ils sont parfaitement capables de s'adapter. Le téléphone cellulaire, la télé, tout ça. Ils sont parfaitement capables de s'adapter. Il faut juste être un peu plus patient, mais ils sont parfaitement capables. Donc, on s'est rendu compte de l'importance de la santé, du bien-être, l'importance que ça a pour nous. Bien-être, pour certains, le déploiement de ça peut être aller marcher, faire des voyages, tout ça, donc l'anticipation, tout ça. On s'est rendu compte qu'être bien, puis être heureux, puis anticiper souvent. En tout cas, moi, je le dis, mais j'ai entendu récemment Sylvie Lavallée, psychothérapeute, me dire la même chose. Elle dit, il y a beaucoup de gens qui viennent dans mon bureau qui disent, moi, je bâtis ma vie par saison. Fait que là, je sais que la prochaine saison, je m'en vais dans le sud avec mes amis 1 semaine. Fait que là, ça me motive. Après ça, je sais qu'en famille, on va aller faire du camping, se poser de la Madeleine. Ça me motive. Après ça, je sais qu'à l'automne, on part pour l'Europe avec ma femme. Là, il n'y a plus rien de ça. Non, là, c'est un jour à la fois. Oui. Ça, c'est dur psychologiquement, là. Ça, c'est sûr. Oui, mais ce que je remarque aussi, moi qui suis une grande promeneuse, là,
c'est la quantité de gens que je vois dans les sentiers pédestres. D'abord, oui. j'ai découvert qu'on était très, très bien équipés en termes de sentiers pédestres, notamment dans la région de Québec, mais au Saguenay aussi. Il y en a des sentiers pédestres. Il y en a, en veux-tu, en voulant. Parce que tu les as cherchés, tu les as trouvés? Ah, on en trouve, là. C'est fantastique. Dans Portneuf, il y a des trésors. Les 32 kilomètres le long de la rivière Saint-Charles, c'est un trésor. Il y a des choses qui sont pas parfaitement bien entretenues. Les villes s'attendaient pas à une telle ruée vers les sentiers pédestres. Il y a des stationnements qui sont déficients. Il y a des toilettes manquantes. Bon, il y a toutes sortes d'affaires qui marchent pas. Mais c'est fantastique de voir à quel point les gens ont apprivoisé l'extérieur. Pris d'assaut à l'extérieur, c'est extraordinaire. Et quand tu croises des gens dans un sentier pédestre, tu remarqueras, il n'y en a pas un qui a la baboune. Tout le monde sourit. Puis ça, j'avais remarqué ça la première fois quand le pont du Buc était passé au feu à Chicoutimi. Je ne me souviens plus en quelle année, il y avait eu un feu et le pont du Buc a fermé. C'était le seul lien entre les deux rives. Donc, les gens devaient traverser par le pont Sainte-Anne, qui est un vieux pont ferroviaire devenu piétonnier, par moins 30. C'est arrivé en décembre-janvier, OK? Par moins 30. Ben, maudit, il traversait le pont, puis il arrivait le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Pourquoi? Parce que quand tu respires de l'oxygène, quand tu marches, quand tu stimules ton cerveau puis que les endorphines se mettent en marche, tu deviens heureux. La marche est un système d'autodéfense pour être heureux. Puis c'est le fun de voir les gens prendre d'assaut tous les territoires, les endroits publics. D'abord, ils sont pris comme jamais. Est-ce que tu as été étonné ou tu as des gens autour de toi qui ont quitté la ville pour s'en aller en campagne, qui sont éloignés? Il y a eu un mouvement assez fou vers les chalets, tout ça, mais moi, je suis un peu comme toi, j'ai beaucoup voyagé, puis j'espère voyager encore, fait que je pense pas que ça va durer 15 ans, puis je pense pas que je vais m'acheter un chalet en attendant, là. En tout cas, moi, je sais pas, là, mais je ne suis pas de ceux-là, mais plusieurs l'ont fait. Oui, puis je remarque dans mon entourage, il y a 2 personnes qui, maintenant confinées au télétravail, disent « J'ai plus de raison d'habiter proche du travail, donc je vais m'éloigner. » Parce que aussi, c'est un décor qu'ils préfèrent. Souvent, tu n'as plus d'espace. C'est ça. Près de la rivière, un endroit que tu aimes. C'est ça. Près de tes loisirs. En fait, le Wi-Fi, faut qu'il soit là. Les gens vont se rapprocher de leurs loisirs. Oui. Alors qu'autrefois, on tentait de se rapprocher de son travail. Puis ça aussi, c'est une évolution intéressante. Qui va rester en partie, c'est sûr. T'es d'accord qu'il va rester de quoi de ça? Oui, mais déjà, avant ça, là, il y avait déjà cette évolution-là. Moi, dans ma famille, quand on se rencontrait, frères et sœurs, puis comment ça va bien, je travaille fort. On se définissait par notre travail. Ouais. Là, maintenant, on se définit, ça va bien, je suis en amour. Tu sais, les jeunes avaient déjà fait ce pas-là de se rapprocher de leur bonheur au lieu de se rapprocher de leur travail. Et je pense que la migration que l'on observe actuellement vers Charlevoix, vers Portneuf, ça fait partie de cette mouvance-là aussi. Beaucoup de réflexions qui se sont faites dans les plus de la dernière année et une de celles qui nous a explosé en pleine face positivement, c'est la mise sur pause instantanée, les constats ahurissants sur l'environnement. Je pense que le meilleur exemple, c'est la Chine. Des villes qui n'avaient pas vu le soleil depuis des années. Finalement, tout le monde arrête, toutes les autos arrêtent, tout arrête. Les industries, tout. Ouais. Là, on se rend compte en 3 jours, mais voyons. On n'a pas réglé le problème de l'environnement, mais pas du tout. Sauf qu'on a eu une malchance qui nous a amené cette chance-là de dire « Oh, OK, si tout le monde arrêtait en même temps, voici ce que ça aurait comme impact. » Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on peut ça? Probablement pas. Mais on l'a vu quand même. Moi, je suis pas fan de ce genre de constat-là parce que il y a déjà assez d'extrémistes dans le mouvement écologiste qui pensent qu'il faut revenir à ce qu'on était au Moyen Âge. Ah non, la barrette à beurre puis le cheval, ben non. Ben, tu sais, oui. Alors, ce genre de constat-là, oui, c'est bien fin, là, tout arrêter. Mais on arrête aussi de faire vivre des familles. Ah ben oui. Tu sais, ceux qui se sont appauvris durant la pandémie, ce sont les pauvres. Ce sont pas les riches. Ben non. Bon. Alors, moi, j'ai comme une hésitation à dire que c'est la solution. Je suis sûr que non. J'ai juste dit que j'ai été renversé de voir ça. Le télétravail fait partie des solutions. Ça me paraît clair. Et même sur les problèmes de circulation et même sur les problèmes de pollution, je suis d'accord avec toi. Maintenant, il faut pas le télétravail tous azimuts non plus parce que ce qu'on constate, au début, on constatait une augmentation de la productivité. Oui, étonnamment, pour les dirigeants qui avaient peur. Oui, il y avait peur. Les dirigeants anticipaient quelque chose. On va se faire voler du temps. Ils vont être en pyjama puis ils vont aller promener le chien au lieu de travailler. Bon. Alors qu'en réalité, quand tu convoques une réunion au bureau, les gens arrivent 3, 4, 5 minutes à l'avance à la réunion. Ils placotent entre eux autres. Tu as 20 personnes dans ta réunion. Tu viens de perdre 20 fois 5 minutes.
ça fait 60 minutes. Non, c'est ça, non, 100 minutes de perdu. Ça fait 1h30 de temps de travail de perdu. Tandis que quand t'es sur Zoom, la personne continue à faire ses affaires en attendant que la caméra s'ouvre. Donc, t'as eu un gain. Ouais. Sauf que t'as perdu aussi un sentiment d'appartenance. Donc, une espèce de fidélité à ton milieu de travail. Et là, ce que les gens dans le monde des affaires observent, c'est qu'il y a une perte de productivité depuis 2-3 mois. Moi, ça me surprend pas. Ben non. Parce que là, on ne se sent plus important dans la boîte. On n'est plus valorisé. On n'a plus de contact avec les autres. On est des bébites humaines quand même. Moi, je peux pas croire. À part du hybride, j'y crois dans certains emplois. Mais tu es d'accord qu'un employé, un col bleu de la ville ne pourra pas faire ça à distance, même si, bien qu'ils en font un peu, là, mais tu comprends, il y a des emplois qui ne s'y prêtent pas du tout. Là. Non. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je pense qu'à la vaccination, au lieu de vacciner les 60 ans, les moins de 65 ans, là, on aurait dû vacciner en priorité ceux qui travaillent et qui ne peuvent pas être en télétravail. Moi, c'est une bonne idée, ça. J'aurais donné le vaccin en priorité à ceux qui travaillent et qui ne peuvent pas être en télétravail. D'ailleurs, dans la Beauce, le problème là, des éclosions, c'est les usines. C'est dans les milieux de travail que ça... Tu sais qu'il y a des pays qui ont, en priorité, ont pris tous ceux qui font du take-out dans les restaurants, tous ceux qui travaillent dans les épiceries. Ils ont dit, eux autres, ils travaillent tous les jours, 7 jours par semaine. Pour nous, parce qu'il nous reste à peu près juste ça, l'épicerie et les pharmacies. Les pharmaciens, mais ici, ça n'a pas été le cas. C'est pas des décisions, c'est des décisions politiques, mais est-ce que c'est encore là la santé publique? Est-ce que c'est la santé publique? As-tu eu l'impression des fois que la santé publique disait peut-être quelque chose, mais le gouvernement... M. Legault disait, c'est moi qui décide en dernier recours. Fait que là, il nous a laissé l'impression que finalement, il en prenait puis il en laissait. Mais dans les faits... Mais il doit faire ça parce que la santé publique, comme je te dis, n'a pas fait preuve dans le passé d'une grande compétence. Non. Alors, il faut qu'il soit mesuré. Puis c'est pour ça que je suis fâché contre sa dernière conférence de presse où il n'a donné aucun répit à Québec, alors que les chiffres sont en chute libre. J'étais découragé. Bon. Alors, c'est ça. Là, il m'a donné un coup parce que les chiffres sont en chute libre à Québec. Et moi, si j'avais été à sa place, que je ne suis pas heureusement pour vous, j'aurais dit, les commerces non essentiels, on permet la réouverture, sauf les gyms, les restaurants, les bars, les endroits où les gens doivent rester plus d'1 heure. Mais juste là-dessus, Myriam, est-ce qu'on aurait pu, comme New York le fait, dire aux restaurateurs, compte tenu de la saison qui s'en vient, pour l'instant, on vous permet et le take-out et les terrasses extérieures? Ben, les terrasses Pourquoi pas? Ben oui, non? On aurait pu, mais tu sais, on n'a pas vraiment un temps pour ça encore à Québec. Ouais, mais 18-20 degrés, je sais pas. Ouais. Mais en fait, ce qu'il fallait qu'il fasse, c'est qu'il nous donne une raison d'avoir été aussi discipliné depuis 3 semaines. Le mot, c'est espoir. Oui. Alors là, il a donné de l'espoir à Montréal. Je la comprends pas, celle-là. Moi, pas du tout. 21h30, pas du tout. Puis entre 8h et 21h30, il y a 8h30, il y a 9h. Il aurait très bien pu dire, regarde, dorénavant, les zones rouges, c'est 9h. Ouais. Puis Montréal comme Québec. Mais il n'a donné aucun espoir à Québec, aucune raison de se réjouir, alors que les chiffres réels, c'est en chute libre. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, guette bien ça, ce qui attend pour lâcher du lousse, c'est la fête des mères. Il attend que la fête des mères soit passée. Ouais, mais il y a toujours une fête, là. Ben ça oui, il y a toujours. Chose. Après ça va être la fête des Québécois. Là, oui, ça finit plus. Non, mais d'abord, là, il y a une chose qui est évidente. Je pense pas que c'est nous qui devrions le témoigner. Tout le monde le pense comme ça, mais il y a quand même une fatigue psychologique. Là, après 13 mois. Pouvez-vous nous donner un peu d'air? Là? Absolument. Puis les chiffres le permettent. C'est pour ça que quand tu as un tas 450, moi, ça me tannait quand je voyais au téléjournal, d'ailleurs, je me suis accroché un peu avec Bruno Savard. Pas rien de grave, mais sympathique sur Twitter seulement. Parce que, et je lui ai dit, ça vous tente pas des fois d'être plus positif? Pas positif pour être joyeux puis clownesque, là, mais tout le temps, il y avait tout le temps quelque chose, oui, ça a monté, mais il faut faire attention. C'était tout le temps. On n'est pas fou, on sait qu'il faut faire attention. Oui, puis c'est pour ça qu'Arruda devient caricatural, parce que lui, son discours, c'est toujours, oui, mais gardez les mesures sanitaires. Oui, on le sait. Le masque. Là, arrête de nous prendre pour des enfants. Nos mains. Arrête de nous prendre pour des enfants. Là, on a compris. On va continuer toutes les mesures sanitaires. Sauf que tu dois nous donner un minimum d'espoir parce qu'on a eu le comportement que tu attendais de nous. On a fait exactement ce que tu nous as demandé. Les chiffres sont exactement là où tu voulais qu'ils soient. Donne-moi un peu d'oxygène. Garde les restos fermés si tu veux. Garde les gyms fermés. Mais permets-moi d'aller chercher les chaussures de marche qui me manquent. Permets-moi d'aller... Tu sais, j'ai une amie là, qui s'est mise à la marche cet hiver. Elle doit s'acheter des chaussures de marche parce que les bottes d'hiver... en ligne, ça marche pas. Tu peux pas les acheter en ligne si tu n'as pas... Moi, ça fait 3 fois que j'achète la même paire en ligne.
Parce que je sais quel modèle ça me prend. Mais quelqu'un qui s'y met, il le sait pas. Non. Alors, ça varie d'une compagnie à l'autre. On sait que c'est pas simple. Bon, ça fait que il y a des choses qu'on peut pas acheter comme ça. Les vêtements, moi, il me manque une petite veste de printemps. Bon, je peux pas l'acheter en ligne. T'as-tu vu mon format? Je suis pas standard. Des fois, c'est large. C'est unique, Myriam. Des fois, c'est médium. C'est plus small, là. Oublie ça, la pandémie a eu raison Même de ample, small. ça marche pas, là. Mais c'est une des choses que je note, surtout avec les commentaires, parce qu'entre amis, on a parlé en Zoom, puis on a pris des marches en masse. Y a des... Moi, je suis moins là parce que j'ai 3 gars, un peu comme toi, qui sont plus vieux. Mon plus jeune finit son cégep. Donc, les autres sont rendus ailleurs, mariés et autres. Mais une des choses qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui ont dit « Oh! » Là, on a joué à l'enseignant, puis j'ai du respect pour les professeurs plus que jamais. Donc, respect pour les professeurs, on pourrait dire ça des employés de la santé aussi, en général. Et l'inverse, les professeurs doivent dorénavant avoir du respect pour les parents. Parce que un des problèmes du système d'éducation, c'est que le système professoral a largué les parents. On a nationalisé les enfants, à partir de la garderie, d'ailleurs, maternelle. Oui. Bon. Oui. Et là, les parents, là, écoute, j'ai un neveu qui est dans la trentaine. La façon dont on calcule le nombre de syllabes dans un mot a changé. Ben voyons. Il n'y a pas 60 ans, là. Il y a 30. Il y a 30. Mais sa petite fille qui est au primaire, là, elle ne calcule pas les syllabes de la même manière que lui a appris à calculer les syllabes d'un mot. Ça fait qu'à force de changer des méthodes pédagogiques, on a largué les parents. Ça, on va suivre, c'est ça. Alors, à force de te larguer, les parents finissent par haïr le système d'éducation. Alors, j'espère que la pandémie aura eu ça de bon, que les professeurs et les parents se rendent mutuellement compte qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Ça prend un village pour élever un enfant. Tout à fait vrai. Moi, j'ai noté aussi dans les points positifs que dans l'urgence, la science, la recherche scientifique nous a ébloui, le vaccin. Moi, je suis impressionné, je suis loin d'être un scientifique, mais quand on m'a expliqué, j'ai cru, peut-être que c'est des complotistes qui diraient « Ah, cette cochonnerie-là, jamais qu'on va m'injecter ça. » Je suis vacciné un peu comme toi depuis 3 semaines, mais quand on a expliqué comment ils ont pu aller plus vite, parce que moi, j'avais entendu 2-3 ans. Ouais. Puis on dirait que je ne le figurais pas. Au mois de mars-avril 2020, quand tu disais, ça va prendre au moins 2 ans, les essais cliniques. Fait que tu on se dit, c'était loin, puis de toute façon, l'été, ça a baissé. Moi, la 3e vague, je ne l'ai pas vu venir vraiment. Je suis peut-être un peu niaiseux, là, mais. Fait que ça, je trouve que c'est impressionnant de voir que forcé par la pandémie, les scientifiques ont été capables d'être si rapides. Ah, c'est phénoménal, l'avancée. Ils ont sauvé combien de gens? On ne peut pas le savoir, mais on sait qu'ils ont sauvé des milliers de personnes. Il y en a qui vont dire qu'ils ont fait aussi des milliards de dollars, là, mais, mais ça fait partie de la game. Mais Google, tu parles des technos, on parle du télétravail. Qui fait de l'argent là-dedans? Amazon, toutes les compagnies de même. Amazon, c'est des milliards et des milliers de milliards. Mais bon. Mais, sauf que, t'as raison, ils ont sauvé des vies. Et ce qui est fantastique dans l'avancée du vaccin, si j'ai bien compris, c'est que dorénavant, on a une espèce de vaccin qui est une enveloppe dans laquelle tu vas pouvoir mettre l'ADN de n'importe quel virus. Ouais. Donc, la prochaine pandémie, ça va leur prendre moins de 6 mois à préparer le vaccin. C'est ça. Et ça, c'est phénoménal. C'est fantastique. Ça, c'est vraiment... ça devrait nous jeter à terre. Et ça devrait pousser beaucoup de jeunes vers les sciences. Autre point positif, c'est pas tout le monde qui le voit de la même façon, mais pour avoir jasé avec quelques personnes liées au monde du commerce, le sentiment d'achat local, c'est pas tout le monde qui est embarqué dedans, mais on l'a vécu, pas autant qu'on le dit, qu'on le voudrait. Moi, le panier bleu, tout ça, j'ai pas été impressionné du tout, mais vraiment pas. Ça fait fonctionnaire. Ça marche pas de toute façon, premièrement. Là, t'as beau vouloir... Ça aurait dû être un site transactionnel d'emblée. Oui. D'emblée, il aurait dû lancer un site transactionnel. Moi, un site où je vais voir s'il existe un produit. Voyons donc. Non. Voyons. On aime... puis la mesure, c'est quand même Amazon. Je dis pas à tout le monde, mais quand tu l'as essayé, tu as compris là, que les apparentés, puis les... Puis tu vois, tu as raison. Moi, je fais beaucoup plus d'achats local. Enfin, c'est pas vrai. J'en faisais déjà pas mal. Bon, j'en faisais déjà pas mal. Mais les sites transactionnels québécois étaient pas à jour. Il y en a plusieurs qui n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts. Aujourd'hui, c'est Alors mieux. Maintenant, ils se sont fait botter le cul par la pandémie et ça s'améliore. Tu vois, je suis en train d'acheter des cuissards de vélo pour quelqu'un, là. Ça s'améliore. Mais c'est pas encore correct. Par exemple, sur Amazon, quand je commande, avant de faire commande, là,
je sais quel jour on va me livrer le produit. Dans le cas, ou à peu près en tout cas, la plupart du temps, quand dans 2 jours maximum. Bon, je sais, ça sera livré par exemple le 29 avril. Ouais. Bon. Dans les sites transactionnels des compagnies québécoises, je ne le sais pas avant d'avoir fait la commande et qu'il m'ait renvoyé un courriel. Alors ça, ça a fait en sorte que certains produits, je les ai achetés sur Amazon pareil. Ouais. Ce que je fais comme démarche, moi, Myriam, c'est que, par exemple, j'ai de l'encre à acheter pour on imprimait en masse. Dans un monde où on disait on n'imprimera plus avec les ordinateurs, c'est une vraie joke, là, mais peu importe, j'ai besoin d'imprimantes, de cassettes d'imprimantes ou autre. Amazon, c'est facile, ils ont déjà ma commande, puis toi, tu payes, ça prend 20 secondes. Mais je me suis dit, bureau, en gros, quand même, c'est canadien, puis ça, il y a beaucoup de Québécois qui travaillent là, puis bon, je sais qu'Amazon, on va me dire dans les entrepôts d'Amazon, mais il faut aller voir pour voir que c'est plus des machines que des humains. C'est Soyons honnêtes, là, c'est bien fait, c'est efficace, c'est épouvantable. Mais là, j'ai testé bureau en gros, puis je dois t'avouer que j'ai été renversé. Un matin, je n'avais pour à peu près 27 piastres. Non, 35-40 piastres, mais pas plus que ça. Pas de frais de transport. Le lendemain, c'était à ma porte. J'ai dit, OK. Là, on parle... là, j'ai vu que ça partait... Ils m'ont indiqué, ça part de Laval. Fait qu'eux autres, ils ont dit, nous autres, Laval, puis ça vient... Aussitôt que la commande est rentrée, c'est des ordinateurs qui font ça, puis c'est sur le camion dans la nuit. Fait que ça arrive le lendemain. Et tu vois, à l'inverse, là, chez Sport Expert, qui est une compagnie que je voulais encourager, j'avais des crampons, j'ai des amis qui sont mis en marche, puis j'ai dit, je vais vous acheter des crampons pour marcher. Sur Amazon, j'ai le nombre de pics. J'ai la température que le silicone est capable d'endurer pour les crampons, c'est important. Là. Bon, j'ai toutes sortes de détails. Sur le site de Sport Expert, je n'avais pas le détail. Alors, j'ai commandé Amazon. Mais ça me frustre un peu parce que mon premier réflexe, c'était d'aller sur une compagnie québécoise. Alors, ils se sont fait botter le cul par la pandémie. Il faut qu'ils continuent à se perfectionner parce qu'ils ne sont pas encore à la hauteur. Mm-hmm. Ils ont été poussés. C'est drôle parce que je vais rentrer dans les moins tranquillement. On a parlé de M. Legault qui a eu un bon leadership. Je suis d'accord avec toi. Pas parfait, mais certainement un bon leadership. Moi, j'ai fait mon mea culpa plus d'une fois. Jadis, avant qu'il soit même élu, il était élu, mais avant qu'il soit à la tête de la CAQ, puis qu'il soit élu comme premier ministre, moi, je trouvais qu'il n'y avait pas d'envergure. Je trouvais qu'il était mollasse. Mais finalement, c'est pas un gars qui est si extravagant puis si bon tribun non plus. C'est pas un dogmatique. Doug Ford, il s'est fait poigner parce qu'il était dogmatique. Ouais. C'est pas un dogmatique. Il agit comme un bon père de famille qui fait de son mieux, mais qui fait aussi des erreurs. Et qui les admet. C'est ça. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un piton recul. Ce que beaucoup de politiciens n'ont pas. Il a été, à mon avis, bien meilleur que Justin Trudeau, qui a échoué 2 tests et en a réussi très bien un. Trudeau, il a fait une chose très, très bien. Il a protégé les gens financièrement plus vulnérables de façon remarquable. En acceptant qu'il y ait des abus, en acceptant qu'il y ait des affaires c'est pas le temps d'être chiche, faut que tout le monde puisse. C'est ça. Puis ceux qui ont eu de la PCU, ils ont jusqu'en 2022 pour régler leurs impôts. Tu sais, il a réussi à protéger ceux qui étaient financièrement plus vulnérables de la bonne manière. Ça, c'est sa réussite. Il a échoué complètement 3 fois plutôt qu'une le contrôle des frontières parce que lui, c'est un dogmatique du multiculturalisme et qu'il veut que les gens puissent aller dans leur pays d'origine comme ils veulent, etc. Inclusif canadien. Etc. Et il a échoué le magasinage des vaccins. Ça, le magasinage des vaccins, il l'a acheté par trimestre, si bien qu'on les a reçus plus tard. Il a visiblement pas été capable de contraindre les compagnies et il avait laissé, dans les années précédentes, s'effondrer toute l'industrie pharmaceutique canadienne. Oui, on n'était pas beaucoup de pieds à terre ici. Hein? Il n'y a pas beaucoup d'organisations qui sont ici. Alors, il a échoué. Pour moi, il y a 2 échecs et une réussite. Je veux nous amener vers les moins, parce qu'il y en a évidemment des choses qu'on peut critiquer ou qui ont été moins bien faites, mais j'ai pas le choix de parler de Post Canada. Parce que moi, comme citoyen, là, j'ai beaucoup de récriminations. J'ai travaillé à aider des gens qui faisaient beaucoup d'envois, bon, peu importe. Et quand j'ai vu, c'est une image qui va me rester, là, quand j'ai vu dans un entrepôt, tu te rappelles, là, la fameuse, les grandes cordes qui tiennent, puis on apprend 1 mois et demi plus tard que, on vient de découvrir ça dans l'entrepôt, ça n'a pas été ouvert. Je me suis dit, ça va être une société d'État. Puis là, après ça, je voyais dans les rues nos nouveaux camions de crème à glace, c'est Purolator puis FedEx, qui étaient là à pine à la planche, genre avec le gars... Bien Telcom. Telcom aussi, entre autres avec Amazon, mais j'ai vu, puis le gars de Purolator, l'année passée, il me dit, ils viennent d'engager 160 chauffeurs à Québec. Mais Purolator appartient à Post Canada.
Mais ça n'a rien à voir comme service. Non. Alors, moi, Post Canada, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais j'avais le goût de pleurer pour ceux qui ont une lettre là-dedans ou un paquet depuis 1 mois et demi d'un entrepôt qui n'est pas ouvert. En tout cas. Ce qui est embêtant avec Post Canada, là, c'est leur irrégularité. Tu vois, j'ai reçu l'autre jour, j'avais acheté des bas, toujours des bas de randonnée. S'il n'y avait pas la randonnée, tu n'achèterais rien. Regarde, ça a été le gros de ma consommation cet hiver. Là. J'ai reçu mes bas le surlendemain de ma commande dans ma boîte à lettres. Donc, c'est le Post Canada. Oui. Bon. Donc, ils sont capables. Le problème, c'est qu'on ne peut pas compter sur eux. Et si Justin Trudeau avait eu vraiment du leadership, il aurait donné un grand coup de roue dans Post Canada en disant, vous autres, là, vous devenez le Amazon de tous les commerces canadiens, puis on va vous donner une subvention de temps, peu importe, là. Enlignez-vous. Pour que vous soyez capable de livrer les colis des commerces canadiens. Tout ce qui est fait au Canada, je veux que vous soyez capable de le livrer en 24 heures ou en 48 heures. Si ça, c'est le bout de leadership que je pense que le fédéral n'a pas eu et qu'il aurait dû avoir et qui aurait réellement aidé les entreprises. Mais ça aurait été dans la même lignée que la PCU et les autres. Parce que c'est pas vrai qu'on a besoin de faire des grands travaux d'infrastructure pour relancer l'économie. L'économie allait bien, elle piétine pour redémarrer. Ce dont on a besoin, c'est d'être capable de concurrencer les plus grands. Les gens, on va dire comme ma mère disait, la petite argent de poche, il y en a beaucoup qui ont encore d'argent à dépenser, qui ne l'ont pas mis dans les voyages. C'est pas tout le monde qui a acheté des sidous et des skidous, là. Et on en a parlé beaucoup, puis des piscines. Il y a encore des gens qui sont capables. Je suis d'accord avec toi. Je connais quelqu'un qui est dans la fonction publique, sa femme est dans la fonction publique, est retraitée de la fonction publique. Des bonnes conditions. Eux autres, ce qu'ils aiment, là, ils boivent pas, ils fument pas, leur maison est payée. Et ce qu'ils aiment, c'est aller au cinéma, aller au théâtre et aller au restaurant et voyager. Ça va bien. Fait que, qu'est-ce que tu penses qui s'est passé depuis 1 an et demi, eux autres? Ils ont accumulé un petit peu. Ils ont accumulé. Puis, ils sont prêts à dépenser. Ils sont prêts. Il faut juste que les choses refonctionnent comme avant. Et le problème de Post Canada, t'as raison, c'est une occasion extraordinaire qui a été manquée par le fédéral. Ils se sont rajustés un peu en engageant plus, puis en allant louer des sauvageaux de ce monde, puis des camions, on le voit. Là, écoute, à un moment donné, je voulais déménager un ami, là. Impossible d'avoir un camion. Je dis, voyons donc, comment ça, impossible? Non, madame. Les compagnies de livraison, c'est ça? On n'est pas capable. Tous les camions sont réservés pour les compagnies de livraison. Dans les mois aussi de cette année-là, la dernière année, Myriam, il y a eu quand même, la pandémie a retesté les limites de la coopération internationale, la globalisation, le monde. Là, on s'est rendu compte, attention, là, c'est pas si simple que ça. Est-ce qu'on va, moi, je pense que c'est une des choses qui sera peut-être plus la même, tout ouvert, puis je sais pas, j'ai l'impression qu'on va peut-être être plus nationaliste économique. Oui, ce qui est une bonne chose, dans la mesure où les gens qui sont proches de nous ne nous exploitent pas. S'ils commencent à me vendre pour 100$ quelque chose que je suis capable d'avoir à l'international à 50$, ça marchera pas. Tu me fais penser au bio, toi, la nourriture bio. Ouais, quand c'est 4$ pour le céleri, puis le bio est à 7$, tu dis, attends un peu. Là. Ouais, c'est ça. Tu comprends? On a beau aimer le bio, puis le local, mais il y a des limites. Oui, puis à un moment donné, un peu de résistance physiologique aux pesticides, ça développe les anticorps. Bon, mais, tu sais, il faut... La coopération internationale, moi, je pense que c'est sûr qu'on va se poser plus de questions sur l'origine des produits que l'on consomme, que l'on avale. Pas sûr que c'est sur l'origine des produits que l'on consomme sans les avaler. OK, je comprends. Tu comprends? Oui, la paire de souliers, les gants, le t-shirt, ouais, c'est ça. Pas sûr. Puis, tu sais, il y a un effet pervers aussi, là. On veut plus exploiter les enfants dans les pays pauvres. Non. OK, t'es exploites plus. Ils vont se nourrir de quoi? C'est exactement ce que nous disent les gens quand tu vas dans le sud, mettons, dans un tout inclus. Ah, ils gagnent pas cher ceux qui font le ménage. Oui, par contre, l'argent qu'ils ramènent, ils en ont besoin là-bas. Ils en ont besoin. De venir, tu sais. Alors, il faut leur donner des écoles. Oui. OK, les instruire. Les instruire, leur donner des écoles, leur assurer c'est un bon chantier, là. Oui. Ben, c'est l'avenir pour les sortir de la misère et nous permettre de dire non, moi, je ne veux plus exploiter d'enfants. C'est que partout dans le monde, les enfants soient instruits en priorité. Mais pour ça, il faut qu'ils soient nourris. Autre chose qu'on a vu, c'est les gens, on l'a dit, on avait beaucoup de temps, beaucoup trop de temps pour certains, donc les complotistes, les porteurs de fausses nouvelles, tout ça. Moi, je veux t'entendre là-dessus parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que
il y a toujours eu des gens qui disaient des sottises, ça a toujours existé, mais on les entendait pas. Maintenant qu'ils ont l'accès à 8 comptes, XM22, 33, là, tout le monde dit, parle et écrit. C'est pas parce qu'ils ont des choses à dire, mais ça existe. Est-ce que tu fais partie de ceux qui disent que ça a toujours existé, mais on le savait pas? Ça a toujours existé, ça a connu un peu d'ampleur, ça a fait beaucoup de bruit. Je pense que la présence de Trump aux États-Unis a beaucoup aidé. Ben oui. Là. C'est un catalyseur, bon, c'est sûr. Bon. Mais la réalité, là, c'est quand AstraZeneca est arrivé, là, malgré tout ce que les complotistes avaient dit sur la puce, et malgré tout ce que les craintifs avaient dit, on s'est garroché sur AstraZeneca. Oui. Moi, c'est ce que j'ai dans le bras, là. C'est ce que t'as dans le bras, toi? Ah ouais? Ouais. Moi, tu vois, quand je devais être vacciné dans les jours suivants après qu'on ait annoncé qu'il y avait du AstraZeneca. Puis je m'étais dit, si personne se garoche pour AstraZeneca, je vais le demander, moi. Tu sais, quand je vais y aller, je vais demander que ce soit ça. Ben, en réalité, j'ai pas eu à le demander. Tout le monde là, s'est précipité. Moi, j'ai du Pfizer dans le bras. OK. Mais la réalité, c'est qu'ils ont fait beaucoup de bruit, mais pas tant de dégâts que ça. Oui, la réalité, c'est vrai, la réalité les a rattrapés. C'est-à-dire que, donc, en même temps, ça revient à ce que tu dis, l'éducation, l'instruction, et les gens ont un jugement. Ouais. Prennent une décision, puis ils se disent, j'aime mieux. Dans le fond, moi, ma décision était très simple, c'était, je crois les responsables, les scientifiques et les médecins spécialistes qui disent, écoutez, vous êtes mieux d'être vacciné avec AstraZeneca que de risquer de pogner la COVID. Ça va, la COVID, vous faites dans le trouble vite. Alors qu'il n'y a rien qui nous dit qu'AstraZeneca va vous rendre malade. Est-ce qu'il va vous protéger autant qu'on voudrait? On n'a pas toutes les études, c'est trop vite. C'est une des faiblesses, mais en même temps, c'est une réalité. Ils ne peuvent pas avoir mesuré les impacts sur une longue période. La période est courte, Myriam. Non. Puis il va y avoir des accidents. C'est sûr qu'il va y en avoir. Oui. Mais les accidents seront moins nombreux que si les mêmes personnes avaient contracté la COVID. C'est toujours la balance des avantages et des inconvénients. Hein? Dans notre petit monde aussi, où on avait nos habitudes, on avait nos façons de faire, puis ce petit train va loin. On s'est rendu compte que la pandémie nous a permis de nous rendre compte, Myriam, que tout peut changer rapidement. Oui. Moi, j'avais quand même oublié ça. Que tout peut... Tu sais, tous mes plans, tes plans, toi, tu avais des plans extraordinaires. Ouais. Tu avais quelque chose j'allais dire de fin de vie, pas du tout, d'après-travail, qui est extraordinaire. Bang! J'osais avec Jean Soulard, qui était à l'autre bout du monde, puis il appelait sa fille, puis là, regarde, c'est la panique, fallait que je revienne. Fait que d'un coup, ça peut arriver, un changement drastique de tout ce qu'on a planifié. C'est absolument. Arrivé, puis l'être humain domine la planète, les écolos aimeraient pas ça. L'être humain domine la planète parce qu'il est capable de s'adapter et de retenir les leçons du passé. C'est ça l'être humain. Alors on s'adapte, puis on fait contre mauvaise fortune bon cœur, puis regarde, maintenant j'ai un condo, je suis installé à Québec, puis je vais repartir un jour, puis on va revoyager, puis peut-être, écoute, j'avais prévu d'aller, moi non plus je l'ai pas vu la troisième vague, là. J'y ai pas cru. Ouais, moi non plus. Ouais. Je pensais qu'il voulait nous faire peur, vraiment. Écoute, puis c'est pas la première chose qu'on n'a pas vu venir, là, soyons honnêtes. Là. J'avais réservé aux îles de la Madeleine du 9 au 23 mai. Cette année? C'était là, OK. Là, tu sais, la troisième vague. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est-tu annulé, là? Ben, c'est annulé. C'est sûr que c'est annulé. Mais tu vas te rembourser, là, Air Canada? Non, j'ai pas pris Air Canada. Je m'en allais. Écoute, c'était la croisade, là. J'ai mon permis pour traverser le Nouveau-Brunswick le 9 mai. J'ai mon permis pour traverser le Nouveau-Brunswick le 23. OK, tu y allais par terre, puis oui, j'allais en auto, là. OK. Puis j'avais mon traversier, puis tu vois le traversier, il y avait une pénalité pour l'annulation, puis ils viennent d'annuler la pénalité parce qu'ils se rendent bien compte que, regarde, moi je me suis dit je vais être vacciné. Bon, en fait, mon chum et moi, on était tous les deux vaccinés. Les îles de la Madeleine, c'est vacciné à 80%. C'est vrai, c'est vrai. Ils sont vaccinés à plus de 80%. Ils ont même, je pense, c'est 20% de la population. Mais où ça coince d'abord? Ben, c'est interdit d'aller en zone jaune. OK. Même si t'es vacciné, puis ça fait partie des problèmes de gestion du gouvernement, c'est qu'ils te disent de te faire vacciner, mais ils te disent pas ce que ça va te permettre une fois que t'es vacciné. Ils ne te permettent rien de plus que si tu ne l'étais pas. Et l'autre affaire qui est weird, c'est drôle, tu parles de ça. Quand plusieurs de mes amis, et nous autres même, notre famille, ont voulu réserver certaines petites escapades pour l'été, puis en appelant, c'est des gens de bonne volonté, mais ils disent, on ne sait pas, monsieur. Ouais. On va prendre votre réservation, mais on ne sait pas si vous êtes capable de venir. Regarde l'Ontario et des gens qui avaient prévu à Toronto, ils sont pas capables d'y aller. Non. Là, c'est la police qui bloque terrestre, parce que là, il faut qu'ils se démerdent, il faut qu'ils sortent de cette torpeur. Tous les campings, tous les VR, toutes les remorques, tout est réservé pour... c'est pour ça que je me suis résigné à travailler juillet-août. J'ai dû m'aller travailler pendant que les autres reprennent des vacances. Garde.
En terminant, un gouvernement peut tenir, on l'a vu, peut vraiment être efficace, mais le temps lui enlève du soutien. Moi, on sent là, que les 13 mois, ça frappe fort. Et moi, je fais partie de ceux qui disent que s'il n'y a pas d'espoir clair avec les chiffres qu'on a là, j'entends des gens décrocher. Je l'entends. Je sais pas si c'est comme moi depuis une semaine ou deux, là, des gens qui ont suivi le gouvernement, mais qui disent là surtout la stat qui a vraiment dérangé sur la thrombose, parce qu'ils nous disent c'est une personne sur 100 000. Mais attention, les femmes plus jeunes, c'est ceux-là qu'on veut savoir, c'est ceux-là qui sont à risque. Mais on généralise sur l'ensemble de la population, ce qui est une stat qui est pas bonne. T'es d'accord? Mais ça parce fait que ça partie, donne pas le tableau. Ça fait partie des comportements infantilisants de la santé publique, où au lieu de te donner les chiffres dont tu as besoin pour bien voir la situation, on t'en donne un minimum. Où on essaye de grossir le poisson, discours. C'est gros. On essaye de... Alors, ça ne marche pas parce qu'il y a plein de gens qui sont maintenant capables, avec des données, de sortir les vrais chiffres. Fait que tu serais bien mieux de les donner toi-même que d'obliger les gens à faire des gymnastiques pour les avoir. Et ça, c'est tout le problème de transparence de l'État qui nous ressort en pleine face. Et Legault est un peu pogné avec ça. Moi, j'ai trouvé que dans sa dernière conférence de presse, le 27 avril, il m'avait parlé comme un technocrate et non plus comme le bon père de famille. Il m'a parlé comme un technocrate. Il m'a sorti des chiffres, des pourcentages dont il ne s'était jamais servi avant, d'ailleurs, pour justifier ses affaires. Et le danger pour les politiciens, c'est que le verre les mange. Te rappelles-tu de cette publicité-là de Bell? Ah oui. C'était une publicité avec, Benoît Brière. Le verre l'a mangé. Alors, le danger, c'est que la machine technocratique les bouffe. Legault a jusqu'ici assez bien résisté à ça. J'ai trouvé que dans sa dernière conférence de presse... Il avait failli. Le verre l'avait un peu mangé. Il fallait qu'il sente que pour le public de Québec, où la situation s'est améliorée de façon spectaculaire, il y avait un peu d'air lousse qu'il fallait qu'il nous donne. Il ne l'a pas fait. J'ai pas compris. Je la comprends pas encore. Et d'ailleurs, la semaine dernière, quand tu as passé ça en douce à 1h15 d'après-midi, mardi, pour rallonger une semaine, je disais, mon Dieu, je l'ai pas vu venir. Puis là, on vient d'en mettre une deuxième, je l'ai pas vu venir aussi. Celle-là, je l'avais vu venir parce que les chiffres étaient encore au-dessus de 200. Mais là, on est en bas de 100 par jour. Et la question poche un peu, pourquoi pas, dans à peu près 1 an et quelques, il y a une élection. Et si ça avait été cet automne, on imagine qu'il y aurait peut-être eu un élan positif, parce qu'ils sont quand même assez forts dans le sondage, mais je ne gagerai pas ma chemise pour 1 an et demi, parce que tout peut changer, là. T'es d'accord? L'appui tout à la peut CAQ, toujours changer. Ouais, non, mais je veux dire, l'appui à la CAQ, compte tenu de la pandémie qui les a amenés très fort, tout comme Bush fils, quand il y a eu la guerre, et il était devenu quand il y a eu les attaques, pardon, il était devenu très fort. Tout le monde s'est soudé en disant qu'il faut soutenir notre président. Il y a un principe, là, c'est qu'on ne change pas de capitaine dans une tempête. Non. Est-ce que ça va être et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont renouvelé Arruda pour 3 ans. On ne change pas de capitaine durant la tempête. Bon. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont gardé Daniel Paré à la tête de la vaccination, alors que il y avait eu du cafouillage. Ouais. Bon. Alors, Legault, pour moi, c'est un peu la même chose. Je regarde Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Mancé. Parce qu'il faut les regarder en paire, ces deux-là. Ouais. Je regarde Paul Saint-Pierre Plamondon. Saint-Pierre Plamondon. C'est une maudite leçon pour les gens qui donnent deux noms de famille à leurs Retenez ça. Bon, je regarde Madame Anglade. Il n'y a aucun de ces 3-là que j'ai envie de voir au pouvoir. Je regarde Éric Duhem. Ouais. Aucun de ces 4-là, j'ai envie de les voir au pouvoir à la place de Legault. Je peux-tu prendre 2 secondes pour t'en parler de ses positions, Éric? Es-tu surprise? Non. Mais tu as travaillé avec, c'est pour ça que tu le connais mieux que moi. Là. Non, c'est un dogmatique, hein? Et c'est un provocateur. Ah, ça, il aime ça. Il aime ça. Il a toujours aimé ça. Et je lui fais pas confiance pour gérer une province, ça, c'est certain. Okay. Bon. Pour donner des opinions, puis pour infléchir, pour challenger, oui. Ce serait un très bon chef de l'opposition. Un bon débatteur aussi. Oui, mais je le veux pas au pouvoir. Bon. C'est la même chose pour Gabriel Nadeau-Dubois. J'ai trouvé qu'il y avait certains points qui étaient intéressants. Il y avait des points solides. Mais je le veux pas au pouvoir. Parce que c'est un dogmatique. C'est un dogmatique de gauche pendant que l'autre était... Et quant à Mme Anglade, elle porte la marque de la technocratie aussi un peu. Tu sais, elle voudrait que la santé publique décide tout. La santé publique peut pas tout décider parce qu'elle est pas bonne. Tu sais, alors... Et sais-tu que nombre de médecins pensent comme toi, hein, tu sais ça? Non.
Ah oui? Ouais. Nombre de médecins trouvent que la santé publique n'est pas efficace. Mais donc, du cheptel que j'ai comme choix, là, je te dirais que Legault reste encore mon préféré parce qu'il n'est pas dogmatique et parce qu'il s'adapte. Il aura prouvé ça, c'est vrai que ça aurait été une force majeure. Myriam, merci beaucoup. Je te souhaite un bel été. Tu vas être à Québec. Merci. On va pouvoir t'entendre au FM 93, je comprends bien? Ça se peut bien cet Probable? été. Okay. Oui, probable que je fasse quelques semaines en remplacement pour le fun. Je te dis ça, c'est juste personnel rendu là, mais faire 1 heure avec toi, j'ai aimé ça. Moi aussi. J'ai trouvé ça agréable. On a déjà parlé ensemble, c'est le fun. La formule podcast où il n'y a pas moins de contraintes, j'haïs pas. C'est génial. C'est Merci. génial. Je te souhaite longue vie à tes podcasts. Merci. Salut. Au revoir.